7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'éditeur et écrivain Nicolas Dia. Bonjour Nicolas Dia. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. Le pape François sera à Ajaccio dimanche, un aller-retour express depuis Rome, qui a déjà été très abondamment commenté depuis sa confirmation fin novembre. Pourquoi ? Parce que cette visite, elle va avoir lieu moins de 10 jours après la réouverture de Notre-Dame de Paris, à laquelle le Saint-Père a refusé de se rendre. Quel était son message ? On va commencer par ça. Évacuons cette polémique d'entrée. Quel était le message, selon vous, Nicolas Dio ? Ça a été pris par beaucoup comme une mauvaise manière faite à la France de ne pas aller à Notre-Dame. Non, alors il est certain que la cérémonie de Notre-Dame, la cérémonie de rouverture était absolument superbe. Il y avait une émotion qui était incroyable. Cette cathédrale qu'on avait vue en feu, ces images absolument effrayantes. Comme l'a dit l'archevêque de Paris, la peine était effacée le week-end dernier. Et c'est vraiment une très belle expression qui correspondait à ce que tous les participants ont ressenti. Et puis il y avait effectivement l'absence du pape qui a refusé, j'en suis quasi certain, de participer, non pas à cette joie, mais à l'événement mondain que c'était également. Oui, c'est la mondanité qu'il a refusé, non pas Notre-Dame. C'est la lumière mondaine. C'est pas la lumière gothique, si je puis dire, c'est la lumière mondaine. C'est incontestable que sans Emmanuel Macron, il y a un certain nombre de choses qui ne se seraient pas faites dans cette cathédrale. C'est lui qui a porté le projet, c'est lui qui a nommé le général Georges Lain, qui a été un grand architecte. Politique, elle Exactement, venait d'Emmanuel l'énergie Macron. politique, elle était incontestable. Mais c'est pas le rôle du pape de cautionner une énergie politique. Le rôle du pape, c'est d'annoncer la foi, c'est d'évangéliser. Et évidemment que le pape trouve cette aventure merveilleuse. Mais c'est pas son rôle. Il n'est pas un supplétif, ni un enfant de cœur. Refermons la page Notre-Dame, parce qu'elle, quelque part, elle est déjà tournée, mais parlons de cette excursion à Ajaccio. C'est quand même un événement historique pour la Corse, qui, en 2000 ans d'histoire de la chrétienté, n'a jamais vu un pape fouler sa terre, alors que, paradoxalement, j'ai découvert que la Corse a été territoire pontifical pendant 12 siècles, Nicolas Dia. On ne le sait que trop peu, ça. Oui, elle a surtout été la propriété de la République de Gênes, qui était étroitement liée avec le Saint-Siège et tous les papes. C'est assez paradoxal, parce que le pape vient à Ajaccio, mais depuis Bastia, on voit l'île d'Elbe et la Toscane. Et pourtant, en 2000 ans, aucun pape n'était venu. Alors, il y a une histoire extrêmement précise, c'est la relation d'amitié très forte entre le pape et le cardinal Bustillo, qui a été créé cardinal il y a 1 an. C'est incontestable que le pape apprécie énormément le cardinal Bustillo et qu'il a d'abord répondu positivement à la demande personnelle que lui a fait le cardinal. Donc c'est aussi l'histoire entre deux hommes, entre le pape et le cardinal Bustillo. Parce que c'était lui. C'est à peu près ça, c'est exactement ça. C'est une histoire d'amitié. Alors, il y a plein de choses à raconter. On parlera de la piété populaire dans le bassin méditerranéen, parce que c'est pour clore ce colloque-là que le pape se rend en Corse. C'est le prétexte, mais c'est un thème qui lui est très cher. D'abord, parlons de Monseigneur François Bustillo. Donc, vous l'avez dit, archevêque d'Ajaccio, créé cardinal l'an dernier par le pape François, c'est-à-dire prince de l'Église. C'est un immense honneur. Il aura la charge d'élire, avec les autres cardinaux, le successeur de François. On parlera aussi de cette succession, mais c'est d'abord un homme que vous connaissez bien, Monseigneur François Bustillo. Vous avez écrit un livre avec lui. Oui. Racontez-nous, quel homme est-il, Monseigneur Bustillo ? C'est un homme extrêmement ouvert, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un contact très facile, c'est un homme de paix. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une capacité, lorsqu'il est dans un endroit, au cœur d'un problème, dans une communauté, à ramener une forme de sérénité. Je pense que c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est un homme de contact. Il sillonne la Corse en Clio. Exactement. Ça, c'est génial. Voilà, la voiture Cardinalis n'a plus aucun secret pour les Corses. Il sillonne absolument le moindre village. Et Dieu sait qu'en Corse, les villages sont parfois très isolés, parce que la Corse, c'est d'abord et avant tout une montagne. Et c'est parfois très inaccessible, surtout en hiver. Et ça, le pape le sait. Donc ce pasteur, cet homme de terrain, cet homme de contact, c'est aussi dans la ça. glaise, c'est exactement, ça c'est aussi ça que le pape a voulu reconnaître. Alors, il disait dans le Figaro, il y a 2 semaines de cela, Monseigneur Bustillo, il était interrogé justement à propos de la venue du pape, défendant aussi le fait que le pape n'aille pas à Notre-Dame. Il expliquait aussi qu'en Corse, on pratique une laïcité plutôt à l'italienne. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? C'est pas compliqué. Il y a un hymne corse, qui est un hymne religieux, qui est le Dio Salvi. Salvi Regina, et cet hymne à la Vierge Marie, c'est l'hymne de la Corse. Donc en fait, c'est pas que la Corse n'est pas laïque, c'est qu'en fait, en Corse, laïcité et christianisme se confondent. Les Corses ne font pas la différence. Pour eux, l'Église est au centre du village, la foi, c'est la foi de leur père, c'est la foi de la tradition,
il y a un immense respect pour ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés. Il y a un immense respect pour les morts. On sait très bien le respect des morts des Corses. Et donc, en fait, c'est pas que les Corses ne comprennent pas ce qui se fait sur le continent. Ils le comprennent extrêmement bien. Il y a évidemment un préfet, comme nous savons en Corse. Il y a évidemment une structure républicaine qui est respectée par les Corses. Mais l'Église, l'histoire chrétienne, c'est leur histoire. Et donc, c'est vrai que pour eux, c'est absolument impensable de séparer leur foi de la vie publique. C'est ça, la foi, elle est inscrite dans la vie publique. Et c'est ça la piété populaire. Et c'est ça que le Corse argentin, latino-américain, qui a le sens du peuple, qui a le sens des choses quotidiennes, c'est ça que le pape est venu célébrer. Et c'est là qu'on voit la différence entre Notre-Dame, événement sublime, événement magnifique, mais aussi événement... C'est la piété d'en haut, ça, d'une certaine manière. Il y a un côté... C'est le contraire de la piété populaire, finalement. C'est pas le contraire, mais en tout cas, le pape a fait un choix. Et qui est un choix cohérent avec son pontificat. C'est-à-dire que cette place donnée au peuple, cette place donnée à ceux qu'on n'entend pas, ça a été la ligne rouge de son pontificat. Et c'est évidemment pas à la fin, entre guillemets, de son pontificat que le pape François va changer d'avis. Alors, faisons un petit peu de politique, si vous voulez bien, Nicolas Dia. Il se trouve que le pape, dans 2 jours, aura... le 17, 2 jours après sa venue à Ajaccio. Son anniversaire. C'est son anniversaire. Il aura 88 ans. Vous avez dit qu'il avait créé cardinal Monseigneur Bustillo l'année dernière. Il vient de créer 3 nouveaux cardinaux la semaine dernière. C'est la 10e promotion de cardinaux qu'il crée en 11 ans de pontificat. Il a nommé 80% des cardinaux électeurs qui auront la charge d'élire son successeur. Évidemment, c'est très politique. À quoi ressemble ce sacré collège, c'est-à-dire l'Assemblée des cardinaux, à la main du pape François, Nicolas Dio? Je dirais, pour résumer très rapidement les choses, que c'est un sacré collège qui est beaucoup plus universel qu'il ne l'était auparavant, en ce sens qu'il est moins européen. Très clairement. Il est moins européen et donc il est beaucoup plus ouvert sur 2 continents en particulier, que sont l'Afrique, poumon aujourd'hui de l'Église catholique par le nombre de ses vocations et la force de ses prélats, et l'Asie. Ça, c'est la première chose. C'est aussi un sacré collège qui a été considérablement rajeuni. Le cardinal Bustillo, qui a 57 ans, en est l'illustration. Et puis, c'est enfin un sacré collège qui est effectivement quasiment intégralement à sa main, puisqu'il a nommé plus de 85% des nouveaux cardinaux. Mais ça, c'est normal. C'est le privilège de l'ancienneté. C'est le privilège, exactement. Parce que, paradoxalement, le pontificat de François est un pontificat qui maintenant dure. Il a été élu en 2013. L'année prochaine, il célébrera le 12e anniversaire. Donc c'est logique et mathématique, arithmétique, qu'évidemment, il inscrive sa marque et donc sa majorité sur ce sacré collège. Merci Nicolas Dia. C'est moi, merci beaucoup. Venu sur Europe 1 nous parler de ce voyage du pape François donc en Corse ce week-end et de Monseigneur Bustillo. Je renvoie les auditeurs que s'intéressent vers le livre que vous avez coécrit avec lui, Le cœur ne se divise pas, avec également Monseigneur Edgar Peña Parra, qui est quand même le numéro 3 du Saint-Siège. Préface du pape François, s'il vous plaît. Puis votre dernier ouvrage, Humilitas, que j'ai ici chez Fayard, qui est consacré aux moines coptes d'Égypte, les premiers ermites chrétiens. Merci Nicolas Dia. Merci beaucoup. Il est 7h20 sur Europe 1. 7h, 9h. Europe 1 matin.